Ok, donc on est le 2 février 2022, donc en direct de Renzu, avec Fred aka TCM 313 et Jérémy aka Zoukip, c'est ça. Et pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de vous deux pour que vous nous parliez de ce blaze et en quelques lignes, c'est quoi votre parcours, quoi. Ok, alors moi mon blaze il a une histoire un petit peu particulière parce que en fait donc je m'appelle Jérémy Picard, mon nom civil et au collège, lycée, on s'amusait à changer les fins des noms de famille des gens et les appeler comme ça, et du coup malheureusement on m'a appelé Picouze très longtemps. Et du coup, tout le monde m'appelait Picouze, qui est un nom qui est pas forcément hyper cool à porter. Et un jour, j'ai un pote qui m'appelait déjà Zoukip à l'oral, parce qu'en fait, Zoukip c'est Picouze à l'envers. Ouais. Et un jour, il me l'a envoyé par message en l'écrivant Zookep, et j'ai trouvé que c'était joli comme forme d'écriture du truc. Et ça m'avait jamais traversé l'esprit juste à l'oral, mais quand il me l'a envoyé, je l'ai vu et j'ai fait ah mais c'est joli ça. Justement la symétrie entre les deux O, les deux E, que je trouvais cool. Et du coup voilà d'où vient mon blaze. Et puis après, si on va aller sur mon côté parcours un peu plus généraliste, moi à la base, donc avec Frédéric, nous on se connaît depuis qu'on a 16 ans, je dirais à peu près, 15-16 ans. On avait un groupe de grunge rock garage quand on était ado, donc où moi je faisais la batterie. Donc côté création musicale, moi j'ai une formation de percussionniste à la base, et puis après donc des expériences dans des groupes de musique. Et puis parallèle de ça, moi j'ai fait des études de design plutôt et de graphisme, et où je me suis orienté vers du graphisme plutôt côté écran. Donc de la création de sites web, la création de jeux vidéo, d'installations interactives avec des ordinateurs et des trucs comme ça. Et puis du coup ça a dévié sur faire de la musique avec des trucs électroniques chelous et des trucs comme ça. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à faire de la musique ensemble 10 ans plus tard, en se disant mais en fait on peut faire des trucs chelous avec de l'électronique. Et voilà, pour mon petit parcours. Alors du coup moi ça va être Fred, donc comme Jérém l'a dit, je viens de Saumur aussi, petite ville viticole remplie de vignerons, et du coup ça c'est quelque chose d'important. Au final on est passionné de nature et né à la campagne, et là on se retrouve à vivre en ville. Donc moi je suis à Nantes, Jérém à Rennes, et c'est quelque chose au final qui est assez important dans notre entité personnelle, l'aspect d'avoir grandi à la campagne. Et donc, en termes de démarche artistique, donc comme Jérém l'a dit, on a commencé avec des projets plutôt rock. Moi, j'étais guitariste, gros fan de rock psyché, garage, tout ce qui est expérimentation, introspection aussi à fond. Et petit à petit, les platines, vinyles et boîtes à rythme et synthé sont rentrés en jeu, des amis qui nous ont présenté ça, et je me suis vite pris au jeu. Donc déjà au départ juste à observer et à accepter la musique électronique, parce que avant j'étais vraiment dans la team moi je suis un rocker et tout ce qui est musique électronique c'est fini, c'est mort. Et maintenant c'est plutôt l'inverse entre guillemets. Mais du coup donc une formation plutôt instrumentale, et vu que je suis un peu curieux en général, j'ai toujours aimé jouer plusieurs instruments, quitte à pas performer, pas masteriser un instrument, mais en essayer plusieurs et être entre guillemets débutant dans plusieurs instruments. Et ce qu'on faisait avec Jérém et d'autres potes, c'est qu'on avait la chance d'avoir un studio de musique où il y avait des batteries, des guitares, des claviers, des trompettes, des trucs comme ça. Et on tournait tous chacun autour des instruments. On avait nos instruments de prédilection, mais on essayait naturellement différentes formations, ce qui était hyper enrichissant. Et donc après cette adolescence un peu
Rock'n'roll, ouais. Moi, je me suis retrouvée à vivre à Rennes et à faire une formation d'ingé son pour être technicien son dans l'audiovisuel. Parce que mon délire, moi, c'était tout ce qui était docu, animalier, cinéma et tout. Et du coup, j'avais envie d'apprendre à comment faire de la prise de son dans ce processus cinématographique. Trop bien, plein de bonnes expériences, plein de rencontres. Et en faisant mes stages à Paris, je me suis rendu compte qu'au final, j'aimais plus la musique que le cinéma. Et au-delà d'être musicien, j'ai commencé à prendre conscience, via mes expériences avec Jérémy, qu'au final, j'aimais peut-être autant, plus qu'être musicien, aussi être le luthier, entre guillemets, et la personne qui va concevoir un objet qui va permettre de produire du son. Et c'est un peu la démarche que je suis en train, et Jérémy aussi sûrement, de mener aujourd'hui, c'est d'être musicien, mais d'essayer de créer ces sonorités plus qu'en simplement changeant des paramètres sur un plugin, sur un logiciel, vraiment en allant chercher dans le cœur et le corps d'une texture, d'un instrument, d'un circuit électronique ou même d'un matériau, de le modeler vers ce que j'ai envie qu'il tende en résultat sonore, quoi. Donc ça, c'est un peu l'état actuel aujourd'hui. Et du coup, moi, concrètement, donc au-delà avant d'être musicien, moi, ce que je fais au quotidien, entre guillemets, ça va être travailler avec des enfants, et que ce soit dans le milieu scolaire ou périscolaire. Et ça va être des démarches plutôt d'apprendre à faire du circuit bending avec des enfants. Donc circuit bending, Jérémy en parle encore mieux que moi, mais pour faire simple, l'idée c'est de ouvrir ça peut être des circuits électroniques, donc ça peut être des jouets, une radio, un téléphone, et de l'ouvrir et de faire des courts-circuits dedans afin de rajouter des modifications, des options qui n'étaient pas dedans. Et du coup, je me retrouve à être prof pour un truc où je me considère encore comme en tant qu'élève un peu. Ouais. Donc pour faire un petit tour rapide, voilà, on a. Putain, Simer, pour cette brève présentation, mais bien complète déjà, quoi. Et est-ce que là, vous pouvez me parler un peu? Donc là, genre au bout de la main, j'ai un micro avec du scotch rose au bout d'un tournevis que vous m'avez filé, qui est très agréable au niveau de la prise en main. Et est-ce que vous pouvez me parler de l'endroit dans lequel on est et de ce qui s'y passe? Genre, qu'est-ce qui se passe ici, quoi? Ouais, alors donc là on est chez moi, dans mon bureau / chambre ou chambre / bureau. Je sais pas dans quel ordre mettre les choses, mais je pense qu'au niveau de la surface au sol que ça prend, c'est plus un bureau qu'une chambre. Et du coup, autour de nous, il y a plein de matériel électronique. Ça clignote, quoi. Ça clignote un peu dans tous les sens. On a un peu l'impression d'être dans un vaisseau spatial, en fait. C'est ça, il y a un petit côté, un côté lumière qui clignote dans tous les sens, avec des petits synthés modulaires et des jouets pour enfants un peu modifiés dans tous les sens. Une collection de Game Boy, des Lego, ça reste une chambre de grand enfant, quoi. Est-ce que tu as un truc à dire aussi Ouais, alors pour rester sur la thématique enfant, en fait, c'est même une chambre d'enfant qui fait le tour des vides-greniers. Pas tous les week-ends, mais assez souvent, et des ressourceries. Et sans toutes ces notions de récupérer du matos dont les gens ne se servent plus, tout ce lieu où on est, il serait pas tout aussi rempli, en fait. Parce que là, on a l'ordinateur qui est un peu le cœur de la pièce, que Jérémy bosse pas mal quand même en web design et sur l'ordi. Mais tout ce qui gravite autour, instruments de musique, bricolage et collection, ça vient de matériel en partie récupéré, et qui reprennent une deuxième vie un peu, en fait. Ouais, c'est ça, on met quand même un point un peu d'honneur à essayer de s'approprier des objets désuets, et je pense que c'est ça aussi qu'on recherche un peu avec la pratique du circuit bending.
c'est une forme de revalorisation de choses dont on s'en fout. Moi, je pourrais faire un parallèle. J'ai fait du graffiti étant plus jeune. Et pour moi, le graffiti, c'est de l'existentialisme, dans le sens où c'est permettre aux gens de redécouvrir un espace urbain qu'ils côtoient tous les jours. En gros, c'est le mur gris sur lequel tu passes devant tous les jours. Tu vas pas y prêter attention, mais le jour où il y a quelqu'un qui fait un graphe dessus, tu te dis putain, le connard, il a fait un graphe dessus. Ou tu te dis oh, il y a un nouveau graphe, c'est cool. Ouais. Mais en tout cas, ça te réveille vis-à-vis de ton environnement. Et du coup, bah là, c'est un peu la même chose qu'on essaye de faire avec les objets, dans le sens où c'est des objets, on s'en fout, ça finit dans les greniers de gens. Et nous, on essaye de leur redonner une autre vie et de les amener ailleurs et de montrer le potentiel de ces objets-là que tout le monde s'en fout, quoi. Ah yes, ouais, je vois bien là le lien, ça que je l'avais pas fait, entre dans ce que tu dis, quoi, révéler quelque chose qu'on avait oublié, quoi, ou qu'on a mis de côté. Et c'est vrai qu'en fait, avec les jouets d'enfants, c'est un truc, nous on a grandi à un moment où à Noël, on avait plein de trucs, et ça a duré 1 an, et après c'était pété, et ça finissait en dessous le plumard, tu vois, un espèce de truc où, je pense on a des kilos et des kilos de jouets consommables en France, quoi. Et là, l'idée, c'est vraiment de leur donner une nouvelle vie, et ça m'amène sur une prochaine question, c'est quoi un peu le processus du début jusqu'à la fin idéale, on va dire, d'un objet que à partir du moment où vous le chopez, donc vous allez redire peut-être à l'endroit où vous le chopez, et ensuite qu'est-ce que vous en faites, peut-être me donner quelques explications ou quelques présentations de trucs que vous avez déjà fait, quoi. Ouais. Bah alors, pour cette notion-là, par exemple, le point de départ, ça va être vide-grenier, ressourcerie. Emmaüs. Donc ouais, ça peut être Emmaüs, ressourcerie, ouais. Ou juste le hasard de quelqu'un qui va te donner un objet ou juste qu'on va trouver dans la rue. Et donc, en général, là je vais parler pour moi, j'ai pas d'idée préétablie avant de trouver l'objet. C'est l'objet qui va me soumettre une réflexion d'une certaine manière. Et donc la démarche, ça arrive des fois, par exemple, je vais partir sur un exemple qui m'arrive souvent, ça va être trouver un jouet en ressourcerie. Déjà, il y a un peu cette notion où des fois on peut se retrouver à se battre un peu avec des enfants, entre guillemets, pour un jouet. Donc les enfants, ils restent prioritaires quand même, mais bon, s'ils le prennent pas, on prend le jouet après eux. Sans vergogne. Un peu, mais bon. L'idée, c'est qu'après, au résultat final, ce soit partagé aussi. Mais alors, du coup, il va y avoir cet objet. Par exemple, là, je vois un clavier devant moi. Ce clavier-là, je vais l'acheter 2-3 euros, voire 5 grand maximum. Je vais le ramener chez moi et déjà, sur le trajet du retour, en tête, ça bouillonne un peu. Il y a déjà plein de possibilités qui se connectent dans le cerveau en mode, bon, j'ai vu ça sur Internet, ça dans telle discussion. Est-ce que je pourrais peut-être faire de ce clavier tel projet? Et donc là, il y a cette phase de réflexion. Et après, je vais arriver chez moi ou chez Jérém. C'est un peu la même chose, une chambre remplie de matos, d'outils, d'instruments de musique. Et du coup, il y a la phase d'ouverture. Même je saute une étape, déjà voir si le jouet fonctionne, si on reste dans le cas d'un jouet. Ensuite, il va y avoir l'ouverture du jouet, où là, ça va être quitte ou double. Soit le jouet va être ancien en termes de manière d'électronique, et du coup facilement modifiable, soit c'est de l'électronique un peu miniaturisée, et là, ça devient un peu plus costaud. Et du coup, en fonction de ça, si l'électronique est facilement modifiable, là, la démarche, ça va être par exemple commencer avec ses mains à juste toucher le circuit. Poser ses mains sur le circuit électronique, vu que c'est de la tension électrique très faible, on va être sur du 6 volts avec une tension assez faible. Et, du coup, il n'y a pas de risque de s'électrocuter, donc on peut vraiment toucher à tout. Et au pire, le jouet va cramer avant que nous, on crame, entre guillemets. Et du coup, on va être dans une quête un peu de chercher des bugs sonores. Par exemple, juste, je vais mettre ma main sur un tel endroit du circuit, il va y avoir un brrr ou un son qui va se lancer.
quand je vais avoir trouvé ce son-là, je vais essayer de chercher à contrôler ce bug en venant appliquer mon savoir entre guillemets de technicien, savoir que il faut mettre tel composant électronique pour contrôler ce bug-là. Et du coup, soit le jouet va être optimisé et je vais pouvoir en tirer quelque chose et je vais rajouter plein de modifications pour en faire un instrument de musique. Et donc à partir de là, quand j'ai toutes mes modifications, soit je referme le jouet dans la coque, dans l'état esthétique qu'il était quand je l'ai trouvé, avec juste quelques boutons en plus, soit je le désolidarise complètement de son esthétique de base, et le circuit électronique va se retrouver à l'air libre ou dans une autre boîte. Et là, du coup, c'est au-delà d'une deuxième vie électronique, c'est une deuxième vie en termes d'objets qui est aussi intéressante. Et donc à partir de là, une fois que cet instrument, enfin ce jouet que maintenant je peux appeler instrument, sera finalisé, soit il reste dans un coin de mon studio et je vais le sortir une fois de temps en temps, soit ça va être par magie l'instrument coup de cœur que là je vais pouvoir ressortir en me disant tiens, pour telle composition ou telle performance j'ai envie de tel son, tiens je vais ressortir ce jouet là. Et ça c'est un peu le schéma classique que je vais avoir en allant en ressourcerie et en trouvant un instrument que je peux modifier. Et je pense que j'ai même des trucs à ajouter parce qu'on n'a pas exactement la même méthode. Merci. Mais moi je trouve qu'on se retrouve quand même pas mal sur la méthode, mais ce que je voulais souligner c'était le fait que en fait c'est une démarche qui est très empirique. En fait pour commencer le circuit de bending il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances théoriques très approfondies en électronique. Comme disait Fred, c'est juste on ouvre un jouet électronique et on met nos doigts un peu mouillés dessus et on voit quand est-ce que ça fait des blip-blops un peu plus rigolos que d'habitude. Et après on essaye de remplacer le contact qu'on a fait avec nos doigts par des composants qui font à peu près la même chose. Et du coup voilà, moi je voulais souligner le fait que c'était quelque chose d'empirique et que du coup des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois on crame les jouets. Des fois, on passe 8 heures à faire toutes les modifications qu'il faut sur le jouet, il est trop bien. Et puis la dernière modif qu'on fait, ça crame le jouet. Et t'as le seum à l'infini et tu passes pas un bon dimanche. Mais ça fait partie du jeu. Et puis en fait, je pense que ça permet aussi de valoriser les fois où ça marche vraiment bien. D'être passé par toute cette démarche empirique, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Les fois où ça marche, c'est vraiment cool, quoi. Parce que du coup, c'est venu un petit peu naturellement, sans trop vraiment savoir, en fait, on peut pas tout précalculer. Parce que on est vraiment obligé d'interagir avec l'objet qu'on a et chaque objet est différent. Comme c'est des trucs faits en Chine dans les années 2000, on n'a pas d'informations sur l'électronique et tout ça, donc on est vraiment obligé de s'adapter à l'objet qu'on a, et puis c'est une contrainte, et c'est ça qui est intéressant aussi, quoi. C'est ouf, ça me fait vraiment penser à la pêche en fait. Genre vous allez quoi en ressourcerie quoi, sans vraiment trop savoir sur quoi vous allez tomber quoi, et quand vous tombez sur un truc vous vous dites putain c'est chouette, vous savez pas trop sur quoi vous allez tomber à l'intérieur quoi. Et ensuite, vous savez pas si en fait le poisson va être vraiment chopé quoi, ou s'il va se barrer et ça va cramer. Et là, genre, ça passe du fun au seum quoi. et moi, genre, ça me. Tout à l'heure, j'avais une question. C'était, je me demandais en vous écoutant, c'était, est-ce qu'il y a des objets, genre de rêve, ou est-ce que genre il y a des objets où on se dit oh putain si je trouve ça, waouh. Ouais, alors bien sûr, il y a des objets à force de traîner dans le milieu des circuits de Bender et tout ça, il y a forcément des jouets qu'on a vu modifiés par d'autres gens, ou même des trucs qui sont des classicos, et où du coup, oui, bien sûr, on peut parler de tous les jouets Texas Instruments, toutes les dictées magiques, et des trucs comme ça. J'en ai une petite collection, mais que j'ai encore pas osé modifier parce que justement c'est des jouets qui sont trop classiques, entre guillemets. C'est quoi la dictée magique ?
Alors, la dictée magique, c'est c'est un petit jouet rouge avec une grosse poignée. Et en fait, le principe, ça va être... c'est le premier truc où il y a de la synthèse vocale. Et en gros, tu peux écrire un mot et ça va synthétiser la voix du mot. Ou t'as aussi du coup, t'as plusieurs modes de jeu. Tu vas avoir aussi un mode où ça te dit un mot et tu dois l'épeler et tout. Mais après, c'est une synthèse des années 70. Et en fait, c'est aussi considéré comme, par certains nerds comme le premier ordinateur portable au monde. Parce que c'est le premier appareil qui a existé où il y avait dedans une unité de calcul, un écran et un clavier. Et du coup, c'est pour certains considéré comme le premier ordinateur portable parce qu'avant ça, on n'avait pas tout en un, quoi. Donc moi, je dirais la dictée magique. Et puis après, sinon, il y a l'Omnicord qui est pour moi un synthé, un clavier Suzuki, donc une marque japonaise. La marque de moto Suzuki ? Ouais, en fait, Suzuki fait aussi de l'électronique et plein d'autres choses. C'est comme Yamaha, qui fait des motos, mais qui fait aussi des instruments de musique et des pianos principalement. Et du coup, Suzuki ont fait un synthétiseur qui s'appelle l'Auto Harp. Et c'est pareil, je dirais, c'est années fin 70-80. Il y en a dans plein de groupes de folk psychédéliques de ces époques-là. Et c'est ce qu'on appellerait une auto-harpe ou un Zimmer autrichien. C'est des auto-harpes, donc un ensemble de cordes, et puis on appuie sur un bouton et ça joue directement le bon accord, quoi. Donc comme c'est un instrument qui est très rare, maintenant il coûte extrêmement cher. Un peu le Graal, quoi. Et du coup, oui, là, les dernières enchères que j'ai vues, c'est à 1600 balles le piano, quoi. Donc ça fait un peu mal au cul, donc je suis en train d'en fabriquer un, parce que c'est plus rigolo comme ça. Et sinon, moi, le dernier objet que je rêve d'avoir, c'est un karaoké Barbie des années 90, avec un lecteur cassette à l'intérieur. Et en fait, c'est un jouet classico qui a été bandé par plein de gens et qui permet de faire des gros subs et des kicks de l'enfer, alors que c'est un karaoké Barbie à la base. Et donc voilà, moi, ça serait ça... mes objets fétiches, entre guillemets. Merci. Ouais. Alors moi, j'ai pas d'objets fétiches qui me viennent en tête comme ça. Mais j'ai tendance à bien kiffer le vieux matos de médecine des années... Je sais pas, je crois que c'est 80. Par exemple, j'ai récupéré des mallettes, où ça va être des mallettes, des petites valises, comme un prof de maths pourrait avoir. Sauf qu'au lieu d'avoir des feuilles dans cette valise, tu vas avoir un boîtier électronique qui va générer des impulsions électriques et des électrodes pour faire du massage, de la kinésithérapie, ou je sais pas comment dire. Et du coup, je me suis retrouvée à acheter des mallettes comme ça, où c'est censé envoyer des impulsions dans un corps humain pour soigner des rhumatismes et des trucs comme ça. Et donc ça, j'en ai modifié, entre guillemets, en synthétiseur. Et pareil, j'ai un pote un jour qui sortait de chez lui, qui est passé devant un orthophoniste qui vidait son cabinet, et il m'a ramené une grosse boîte à la maison qui venait de ce cabinet-là. Et donc je le dépoussière, je nettoie un peu, et en fait il s'agissait d'un oscilloscope un peu en mode soviétique, avec vraiment une esthétique... du bois, du métal, un écran comme dans les sous-marins arrondi sur lequel on voit l'oscillation audio s'afficher en vert, mais vraiment on a l'impression pour le coup d'être dans une vraie secoupe spatiale. Et je pense que c'est plus un kiff esthétique que de modification. J'aime bien cette esthétique de matos des années 70-80 avec des gros boutons, des gros sélecteurs. C'est un peu comme du tuning, c'est du porn pour amateurs de potentiomètre et de fader et tout. Donc ouais, moi j'ai pas de matos qui me fait rêver en soi, je tomberais dessus et je m'en rendrais compte au moment donné, quoi. Ah yeah. Ah, merci pour ces précisions.
Et tout à l'heure, là, je vous entendais du coup donner un peu des dates d'objets que vous retrouvez, qui sont vraiment les kiffs et tout. Et ça m'amène sur cette question de c'est quoi un peu l'histoire de cette pratique, d'accage d'objets pour en faire des instruments, quoi. Et quand ça commence, je sais pas si vous avez des petites clés à nous partager. Alors, avant de parler déjà du circuit de bending, moi, la petite introduction que je peux faire par rapport à ça et à la musique, c'est que déjà dans les années 50-60, il y a eu des personnes qui ont juste lancé la musique bruitiste, en fait, la démarche à partir d'objets industriels, d'objets mécaniques, partir d'un son qui n'est pas mélodique, accorder plusieurs sons qui étaient des bruits, de manière à composer une musique. Et donc ça, pour moi, c'est un peu le premier lancement vers on peut faire de la musique avec tout et n'importe quoi. Il suffit d'en avoir conscience ou de faire prendre conscience aux gens que c'est de la musique. Et après, à partir de là dans les années 60-70, il va y avoir une référence pour le circuit de bending, et je pense que Jérém va mieux en parler que moi. Je cherchais la date. Ouais. Mais oui, alors le principe du circuit de bending, on va dire que le pionnier, ou du moins celui où tout le monde s'accorde pour dire que c'est lui le premier à avoir fait ça, il s'appelle Red Galeza. Et je pense que c'est dans les années 70, donc dans la mouvance hippie et tout ça, qui va avec la création de l'internet, et du coup qui va aussi je pense que du coup le hacking hardware vient aussi de là, parce que c'était une génération qui cherchait à s'émanciper et tout ça, et ils se sont rendus compte que ça marchait pas dans le vrai monde, donc ils ont fait internet et ce genre de choses, même si c'est devenu ce que c'est devenu internet. Et du coup, oui, non, moi je pense que c'est Red Galeza qui a fait ça en premier sur des Buddha Box, qui sont du coup comme c'est un hippie qui allait parti à Katmandou en voyage introspectif, et du coup ils ont des petites boîtes, et ils avaient des petits boîtiers électroniques où il y avait des mantras qui étaient chantés, et du coup qui servaient juste aux gens à méditer là-bas. Et en fait, lui, il a commencé à trifouiller ces boîtes-là et à changer la vitesse de ces mantras et tout ça, quoi. Donc, dès le début, il y a un côté hyper spirituel. Et en plus, lui, Red Galeza, amène un côté hippie, quoi. Enfin, et spirituel à tout ça nous, on pousse pas vers ça, mais lui, il a tout un discours sur l'âme des objets et tout ça, quoi. Ok. Et donc voilà. Mais je pense que la pratique, je dirais que c'est ça. Ouais, alors, du coup, on va voir ce pionnier, la Red Galeza, dans les années 70, qui a commencé à modifier des circuits électroniques, et aussi qui a commencé à documenter aussi son travail. C'est un peu ça qui fait la différence, c'est qu'il est un peu sorti de son atelier via Internet et des rencontres avec d'autres personnes, des magazines à l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de magazines d'électronique, genre comment fabriquer son synthétiseur. C'était les gens, ils avaient des cours d'électronique vraiment, quoi. Et du coup, lui, ça a été un des premiers à un peu référencé. Et donc après, l'année 80, 90, 2000, il y a plein de gens qui se sont mis petit à petit. Et on a commencé à avoir des artistes hyper connus comme Björk, Coco Rosie ou Beastie Boys ou plein d'autres artistes ont commencé à intégrer des instruments fabriqués comme ça dans leur démarche. Et donc ça a un peu légitimisé l'arrivée de ces instruments dans la musique qu'on peut appeler entre guillemets musique, la vraie musique. Et aussi le goût pour la musique électronique, en fait, tout simplement parce que je sais pas comment expliquer ça, mais juste ces circuits électroniques qui ne sont pas voués à être des instruments en soi, via l'apprentissage et l'accoutumance des gens aux synthèses sonores, c'est devenu quelque chose de normal dans le spectre auditif des gens, d'entendre des bruits un peu chelous.
Et ça a légitimisé l'arrivée de ces instruments-là. Et pour nous, par exemple, avec Jérém, pourquoi on a plongé là-dedans, c'est aussi grâce à Internet. Au-delà des rencontres et tout, Internet et pas mal de personnes qui ont commencé via YouTube ou d'autres plateformes à parler de leurs projets et à faire des vidéos qui durent 2 heures où tu les vois bricoler, essayer de bricoler un jouet ou un magnétoscope, parce qu'on peut aussi modifier de l'image. Là, nous, on parle beaucoup de son, mais on peut modifier un signal vidéo. Même on peut faire du son à partir d'électromagnétisme capté par des planètes, par exemple. Enfin, on peut aller assez loin comme ça. Et nous, un peu une de nos références, ça a été Look Mom No Computer, qui est un Anglais qui a une chaîne YouTube où il est un peu hyper productif, hyper actif, où il a pas mal référencé ses projets, et dans une démarche de montrer ce qu'il faisait, et aussi apprendre aux autres. Expliquer, j'ai fait ça, j'ai fait telle erreur, ne la refaites pas. J'ai fait ça, ça a marché, vous pouvez essayer de le refaire. Et ça, pour nous, ça a été une grosse porte d'entrée dans ce monde-là, qui est assez importante. Et justement, ce gars-là, il en est arrivé au stade où, là, on attend un peu à cause du Covid et tout, mais il en est venu à ouvrir son musée, qu'il appelle The Museum of Everything Else. Ça a changé de nom, je crois. Alors peut-être qu'il y a un update à faire sur le nom, mais l'idée c'est il a son laboratoire qui est devenu un muséum de jouets modifiés, de matériel de téléphonie des années 60 qui a été modifié, des Furby, des petites peluches où il en a fait des orgues, des Game Boy, enfin... Il a fait un projet que vous avez certainement vu passer sur les réseaux parce que ça a beaucoup tourné, où il a fait un énorme orgue avec une centaine de Furby et chaque touche de l'orgue est chantée par un des Furby. Wow. Et du coup, c'est n'importe quoi. Et oui, du coup, le nom du musée, je crois que il a changé son nom. Donc avant, ça s'appelait Museum of Everything Else, et maintenant, ça s'appelle This Museum is Not Obsolete, ou un truc comme ça. Où du coup, en fait, il montre que des objets obsolètes de vieilles techno qui réadaptent, mais pas forcément. Ça peut aussi être juste ce que disait Fred tout à l'heure, du gear porn, de remontrer des objets qu'on n'a pas l'habitude. Donc là, par exemple, en ce moment, il est dans une phase il kiffe les relais téléphoniques à l'ancienne. Donc ce téléphone à cadran, et il a vraiment dans son musée un dispatcher de téléphone à l'ancienne, donc avec vraiment tous les moteurs qui font pour câbler les bons trucs. Tu composes un numéro de téléphone. Oui, ça, pour faire simple, on va pas s'éterniser là-dessus, mais par exemple à l'ancienne, on avait une roue à faire tourner pour composer un numéro, mais ça appelait, une fois qu'on avait composé ce numéro-là, ça appelait pas directement l'autre personne chez elle. Fallait que soit qu'il y ait un humain qui connecte les câbles au bon endroit pour faire la liaison, soit des machines qui interprétaient ces numéros, et il y avait des systèmes de sélection, de sélecteurs avec des crans qui faisaient, alors j'ai reçu le numéro 2, la machine, elle va incrémenter le numéro 2, passer au numéro d'après, et faire la connexion toute seule vers l'autre personne. Et ça, à notre époque, où juste on dit, on parle à notre téléphone pour dire appelle un tel ou appelle un tel, se reprendre conscience de comment ça marchait à l'époque, au-delà d'être passionné d'électronique ou de mécanique, je trouve ça intéressant de comprendre d'où on part aussi en termes de technologie, parce que par exemple moi je suis une brêle en maths, en physique, en mécanique, mais c'est pas pour autant que ça m'intéresse pas, et en fait je trouve autant intéressant de se poser la question de d'où on est parti et comment on est arrivé là où on en est aujourd'hui, au moins réfléchir là-dessus sans comprendre tous les travers de pourquoi ça marche concrètement et technologiquement, mais juste se poser la réflexion. Mais ça que j'aime bien, pas forcément avoir les réponses, mais se poser la question. Et un des trucs dont on n'a pas parlé, c'est une phrase dont on parle souvent avec Jérém, c'est un peu ouvrir les boîtes noires de l'incompréhension qui nous entoure dans notre monde.
où c'est un peu une manière symbolique de dire bah on utilise tous des ordinateurs, des téléphones, mais au-delà de les utiliser, qui les maîtrise en fait, qui comprend comment ça marche, et même le terme d'utilisateur pose problème. Ouais, c'est ça. C'est en fait, faut pas oublier que les fameuses boîtes noires, c'est des outils, et que si on comprend pas comment marche un outil, eh ben on n'est pas maître de cet outil. Enfin, du moins pas en mon sens. Et que si on te donne un marteau et qu'on t'a jamais expliqué comment c'était un marteau, si t'essayes de visser une vis avec ton marteau, ça marchera jamais, quoi. Et du coup, bah voilà, nous on essaye de... Ouais, c'est comme si en fait il y a une notion en fait d'approfondissement de la relation avec l'outil, quoi. C'est pas juste l'outil, je l'achète, ça me sert, ça marche, cool, ça marche pas, je le balance, quoi. Il y a vraiment un truc de l'outil, en fait, je peux le modifier à ma guise et ça reste de la matière que je suis censé comprendre pour ensuite la réadapter pour faire d'autres choses qui vont répondre à d'autres besoins, quoi. Ouais, et au-delà de dire... c'est aussi une conversation avec l'outil qui est importante. Au-delà de s'approprier l'outil, c'est aussi comprendre les limites de l'objet, essayer de les outrepasser. Moi, je sais que j'ai beaucoup besoin de ça pour la création artistique, de me dire... en fait, je fais partie des gens qui... si j'ai un champ des possibles trop ouvert, bah, j'ai pas de direction et du coup, c'est hyper difficile de se lancer à faire des trucs. Alors que si t'as un champ d'action hyper restreint, bah tu peux plus facilement voir les limites du champ et essayer de les contourner. Alors que si t'as pas de limites, bah tu peux pas essayer de contourner les limites et du coup, bah pour moi ça fonctionne un petit peu moins bien. Ouais, ça me fait penser à une expérience sociologique qu'ils ont fait, quoi, où ils mettent des humains en plein milieu, genre vraiment paumés dans la nature, quoi. Et ces humains, genre, ils sont foutus à un endroit pour établir leur camp. Et ils font le test avec une colonie d'humains, tu vois, où ils vont mettre des barrières, tu vois, genre une espèce de grillage, quoi. Et tu vois, genre assez grand, quoi, mais un grillage quand même autour qui peuvent passer. Et en fait, et un autre groupe où ils mettent rien du tout, quoi. Et en fait, ils observent que les humains auxquels du tout ils ont mis des espèces de grillages, quoi, ils vont explorer beaucoup plus loin, ils vont derrière ces grillages, enfin genre il y a un truc vraiment d'exploration. Là où ceux où il y a pas de grillage, quoi, en fait, ils restent keblo dans leur petit terrain, tu vois, et ils restent vraiment là, quoi. Vraiment cette notion de ouais, la limite stimule la créativité, quoi. Et par rapport à ouais, est-ce que t'as parlé un peu du rôle de la personne qui fait ça. Moi, en vous écoutant, j'ai un peu l'impression que vous êtes des espèces de rétro-luthiers d'objets passés pour en faire du neuf, quoi. Et ça m'intéresserait comme avant-dernière question, assez rapide, que vous définissiez quel rôle vous sentez que vous avez, quoi, et d'en parler un peu plus, voilà. Pour rebondir là, ce que tu sais de rétro-luthier, c'est vrai que là, on a pas mal parlé de circuit bending et de réadaptation, redonner vie à des objets anciens, mais on bidouille pas mal aussi dans tout ce qui est un peu plus nouveau, ou tout ce qui va être domotique, interaction entre un ordinateur et des capteurs. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas abordé, mais on a un peu ce côté-là aussi d'installation artistique pour plus ce qui est musée, expo ou même performance, mais qui se complète aussi. Et c'est un peu, on est des outils multifonctions en fait. Mais alors, dans tous les cas, peu importe la technologie qu'on utilise, je pense notre rôle, enfin en tout cas moi comment je le perçois, c'est un peu que même le rôle de l'artiste ou même de la personne qui partage tout simplement, juste d'amener les gens à se confronter à ce qu'on propose. Et du coup, en étant confronté à ce qu'on propose, soit on va pouvoir permettre à notre public de soit réfléchir, ressentir des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et aussi avoir un échange suite à ce qu'on a produit, avoir un retour sur ce qu'on a fait, et que on matérialise des idées aussi en fait, en produisant,
on sort des choses qui vont de l'ordre du mental, de la psyché, vers du physique. Et donc là, c'est un peu en mode abstrait, mais concrètement, on est un peu des passeurs de savoir, transmetteurs de savoir, parce que avec Jérém, on a pas mal développé le travail scolaire et périscolaire, où on se retrouve avec des classes de CE1, enfin de gamins qui ont entre 6 et 16 ans, par exemple, ou même des fois des grands-parents, où juste on va se retrouver avec des outils et des techniques qui n'ont juste jamais pensé de leur vie, et on va se retrouver à dire par exemple, je vais prendre le cadre des enfants, parce que j'étais en classe ce matin avec des enfants de CE1, où juste, on ouvre des circuits avec eux, et ils comprennent rien que la notion d'allumer une LED avec une pile. Genre, pourquoi ton ampoule va s'allumer quand tu la relis aux 2 pôles d'une pile? Ça, c'est un truc débile, mais t'appuies pas juste sur un bouton, tu fais le circuit. Et tu comprends un peu plus, on revient un peu sur cette boîte noire, l'idée de faire la chose. Et en fait, nous, on est un peu des passeurs de savoir, on n'a pas de formation ou de diplôme qui disent « Ouais, vous êtes des profs ou des ingénieurs, vous avez le droit de transmettre votre savoir. » Nous, souvent, on transmet un savoir, mais on transmet autant nos erreurs que nos acquis. On transmet plutôt une démarche, une méthode d'expérimentation, plus que voilà la méthode, voilà le résultat. On transmet plutôt une démarche de réflexion et de bidouillage. Merci. Et oui, moi je voulais revenir sur ce côté luthier, rétro-luthier. Moi je pense que, en fait, cette envie de modifier des jouets et tout, je pense que ça vient aussi de mon passif de percussionniste, dans le sens où un percussionniste, c'est quelqu'un qui va essayer de regarder n'importe quel objet autour de soi et d'essayer de trouver le moyen de le faire sonner, quoi qu'il arrive. Et en fait, j'ai l'impression à rebours, parce que c'est pas quelque chose que j'ai analysé dès le début, mais maintenant j'ai l'impression que c'est ça, que en fait, j'ai gardé le même regard, mais vis-à-vis d'objets électroniques et des jouets en particulier, et où du coup, où c'est un travail de recherche pour essayer d'en tirer le meilleur possible. Et du coup, voilà, moi c'est ça qui me guide un peu, c'est cette recherche de son, et puis il y a aussi toute une recherche sur la manière d'interagir avec le son qui nous intéresse pas mal, et qu'on travaille plus sur nos performances ou sur nos installations que sur purement le circuit bending, mais où par exemple où on a fait une installation qui fait de la musique en fait c'est une surface où on va lancer des balles rebondissantes dessus. Et c'est les rebonds des balles qui vont faire de la musique. Et du coup, nous, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi. Donc, le côté ludique, nous, on est très ça. On travaille aussi sur le domaine du jeu vidéo et on fait de la médiation autour du jeu vidéo. Donc, le ludique, ça nous plaît à mort. Et du coup, on essaye d'apporter une approche ludique à de l'expérimentation sonore qui peut être un truc très arty ou très qui peut être un peu aride pour une partie du public, parce que c'est du harsh noise ou parce que c'est de l'ambiant et que c'est pas très musical, ça passe pas sur Sky quoi. Mais par contre on essaye d'amener un côté ludique et une approche un peu différente quoi. En fait, ça passe aussi du fait qu'on traîne dans des milieux artistiques, mais on est des artistes un peu malgré nous. On est surtout des techniciens, des passionnés qui produisent quelque chose d'artistique, mais pas dans une démarche de faire de l'art pour de l'art. On concrétise notre passion. Et c'est un peu ça qui est pour moi un peu le moteur de ma vie. Juste avoir une passion et la mettre en pratique. Après, ça plaît ou ça plaît pas, ça c'est encore une autre question. Mais le rapport à l'artistique, nous on le fait pas. Parce qu'on a déjà fait des projets pour des expos. On est même parti en tournée pour vendre nos projets et tout, nos performances. Mais à chaque fois, on le fait avant tout par plaisir.
Et ça, c'est vraiment le truc qu'il faut pas oublier, quoi. Même si tout le monde fait que de leur dire, bah, c'est vraiment la note principale à pas oublier, quoi. Oui, c'est ça, on a pas trop ce côté théoricien de l'art, ou comme j'aime bien le dire, beaux-arien, voilà, d'essayer de conceptualiser et d'expliquer le pourquoi du comment on fait ça. En fait, nous, je pense qu'on fait ça de manière très instinctive. On fait ça parce qu'on est là pour faire ça, en fait. Et que même si y avait personne qui nous demandait de faire ça et que personne nous écouterait, on le ferait quand même. En fait, on est juste des fucking névrosés qui avons besoin de faire des trucs. Et du coup, voilà. On théorise assez peu ce qu'on fait, même si pour pouvoir fitter au marché, entre guillemets, il faut quand même un peu théoriser, faire des dossiers, des choses comme ça. Mais nous, c'est pas du tout la chose sur laquelle on excelle, et c'est pas du tout ce qui nous dirige. Alors qu'il y a plein de choses dans le monde de l'art qui sont dirigées par la pensée. Nous, c'est vraiment quelque chose de très instinctif. On le fait et après, on le rentre dans des cases s'il faut, quoi. Mais voilà, nous, ça vient plutôt d'une envie naturelle, quoi. Ouais, moi ça me touche là, ce que vous avez dit, même ce que vous rappelez, quoi, avec ce truc là de en fait on le fait parce qu'en fait on kiffe, quoi. Et là récemment j'avais eu une phase un peu genre Bresson de oh mais merde, je trouve que ça a aucun sens ce que je fais et tout ça, et en fait le truc, je rencontrais des gens qui faisaient des trucs à assez haut niveau, quoi, et quand je leur demandais mais en fait pourquoi tu fais ça, parce que moi j'avais besoin de me rassurer ou de trouver un truc, toujours c'était en fait je le fais avant tout parce que ça me fait kiffer, quoi. Et je pense que ce que tu dis, tu vois, genre c'est absolument vrai, quoi. Genre c'est le kiff, c'est le kiff qui fait avancer. Et ensuite, exactement comme tu dis aussi, Jay, il y a le truc de ensuite on le fait rentrer dans les cases pour que ça roule, tu vois. S'il faut le faire, tu vois. Mais c'est pas ça le moteur, quoi. Et je trouve ça assez beau. Ouais, ça. En fait, je pense que dans toute création artistique, il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est que à partir du moment où toi tu kiffes ce que t'es en train de faire, en fait, les humains, c'est pas si différent les uns des autres. Et enfin, on est tous différents, mais on a tous énormément de similarités aussi. Et du coup, si nous, on kiffe, ça veut dire que des gens vont kiffer aussi. Et que si nous, ça nous fait du bien et que c'est salvateur pour nous, ça va être salvateur pour d'autres gens aussi. Et du coup, let's go, quoi. Faut pas trop se préoccuper, à mon sens, faut pas trop se préoccuper du public ou du marché. On n'est pas là pour faire des appels d'offres et des études de marché mais il n'y a pas grand monde qui fait de l'indie folk rap, alors du coup je vais faire ça, quoi. Donc non, nous c'est plus T'avais un truc à rajouter Là-dessus, non, enfin... Super. Les gars, genre petite dernière question, c'est un peu ma question rituelle à chaque fois que je fais ça. Donc déjà beaucoup de gratitude là pour ce que vous avez partagé, et en particulier cette dernière partie là qui me touche vraiment. Donc ma dernière question ultimos, c'est une question un peu rigolote, quoi. Je pense que je l'ai jamais fait quand avec des dios, quoi. L'idée, ça va être de balancer un nom de plat qui n'existe pas, et ensuite de décrire ce que c'est dedans. Donc j'imagine qu'à vous deux, il y a peut-être moyen de faire une entrée et un plat, ou alors un dessert et une entrée, enfin je sais pas trop quoi. Et voilà. Pour parler de bouffe, faut plutôt voir ça avec Fred, okay. Parce que, alors, étant donné que je suis un fucking névrosé, j'oublie de manger. Donc c'est pas forcément hyper cool. Mais par contre, Fred, lui, n'oublie jamais de manger. Okay, ça veut dire que c'est toutes les 2 heures, il est en mode t'as pas un petit creux, toi? Donc je pense que Fred sera plus à même que moi à répondre à cette question. Okay. Fred, t'as pas trop la pression là? De ouf, je suis passionnée de cuisine, mais alors inventer une recette, je sais faire. Inventer un nom, par exemple, je fais juste un petit détail, mais à chaque fois que je dois poser un nom sur une track, un morceau, c'est le trou noir à chaque fois. Okay. Mais alors, moi je suis un gros amateur du sandwich. Genre, pour moi le sandwich c'est la vie. J'ai beau aimer les étoilés, les trucs comme ça, le sandwich c'est la vie. Bah... On pourrait partir sur le sandal. Sandal, ok, vas-y, ouais. Ok, donc...
Donc le sandal, ce serait un petit combiné. Donc on aurait une base, un âne en support de base, avec quelques lentilles qui rappelleraient le dalle, une petite sauce. Attends, un âne. Ouais, un âne indien, un chapati ou Ah, ok, dans ma tête, j'ai visualisé un âne. Ah, Qui le transporte- bourricot. Ouais. Ok, un chapati, ok. Donc voilà, on va partir sur un chapati avec juste rappeler les petits le dalle avec les petites lentilles bien cuites pour qu'elles soient fondantes, limite en mode sauce, bien chargées en ail parce que l'ail c'est important, même ça détoxifie et tout. Et ensuite, c'est là où je ramènerai quelque chose qu'il n'y a pas dans le dalle, ça va être tout ce qui est verdure, hein, donc un peu de salade, un peu de betterave crue, de l'oignon cru. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Un peu de radis en fines rondelles. Ok. Et pour moi, l'élément principal... Radis noir, pas du radis rouge. moi je pensais du radis classique, Ok. mais on peut rajouter de la poudre. Alors je vais garder le radis noir. Et du coup, pour moi, l'élément principal, que ce soit sous forme de champignons ou d'huile, ça va être la truffe, l'arôme de truffe, pour un peu épicer tout ça. Enfin, pas épicer, mais Assaisonné. assaisonner tout ça. On va refermer, pas cette fois avec un chapati, mais avec une sorte de pâte feuilletée, bien poivrée, pour relever le piquant. Et là, ça nous fait un sandal. Parfait. Yeah, bon bah si les mecs impatients un jour de bouffer un sandal avec vous, quoi, ça serait énorme. Et je vous remercie du fond du cœur et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Dernier mot. Bah ouais, je voulais juste aussi te remercier parce que on s'est un peu rencontrés de manière. Enfin, on s'était déjà rencontrés aussi comme ça en 2018 sur des conversations sur qu'est-ce En que. 2080, tu veux dire? Oui, c'est ça. Alors, donc, sur un projet qui s'appelait 2080 sur notre vision du futur en 2080. Et du coup, bah merci de nous avoir proposé cette petite rencontre et puis de pouvoir parler de ce qu'on fait et de pourquoi on le fait. C'est toujours cool. Donc, bah merci à toi de t'être déplacé pour discuter avec nous. Ouais, et puis bah c'est vrai qu'au final, parler à d'autres personnes de ce que nous on vit au quotidien, ça nous permet de poser une réflexion sur nous-mêmes au final. Genre, plus que d'expliquer des choses, j'en ai compris aussi au final. Donc c'est un échange qui est assez intéressant, donc merci à toi aussi. Ouais. Yeah, ciao les mecs pour de prochaines aventures.